Les courbes graciles requièrent un travail important de recherche et de montage. Si le contenu proposé vous plaît, je vous encourage vivement à le soutenir. Vous pouvez liker, commenter et partager autour de vous cet épisode. Vous n'y pensez peut-être pas, mais la réception des œuvres littéraires est intrinsèquement liée à nos pratiques de lecture. Aujourd'hui, en tant que lecteur, il nous paraît normal de nous installer dans notre salon pour lire silencieusement, en étant confortablement assis dans notre fauteuil préféré. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au Moyen-Âge, peu de gens savent lire. Pour accéder aux livres, il faut bien souvent assister à des lectures de groupe. La plupart du temps, la lecture est une activité publique et collective, et parfois même festive. À l'époque, pour être facilement mémorisable, les auteurs font appel à certaines techniques, comme les rimes ou les épithètes homériques. Si vous avez lu Homère, vous avez sans doute entendu parler de ces courtes expressions que l'on ajoute à un nom pour en compléter la portée, comme par exemple Calypso la divine ou Circé la terrible. Les textes sont généralement transmis collectivement et s'inscrivent dans une tradition orale. La place de la mémoire est bien sûr essentielle. Aux alentours du XIIIe siècle, la lecture silencieuse en dehors des monastères commence tout doucement à se développer, en particulier dans les sphères universitaires, et cela n'est pas sans conséquence sur la forme de l'objet livre. À partir de là, les manuscrits évoluent et se transforment. On espace dorénavant les mots dans le texte à l'aide de paragraphes et d'alinéas. On arrête également de surcharger les pages avec des notes dans la marge, car bien souvent, le texte et les commentaires se mélangeaient, ce qui rendait le tout assez illisible. Il y a, à cette époque, une volonté progressive de rendre la lecture plus commode. Avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle par Gutenberg, le jeune graveur de Mayence, le livre poursuit son évolution. L'intérêt de ce procédé est évident. Grâce au caractère mobile, les livres peuvent être reproduits mécaniquement. Ils se déclinent alors en plusieurs formats. Il y a notamment l'infolio, où la feuille imprimée est pliée, ou encore ce petit livre court qu'on appelle le libelle. Bien qu'une pluralité de formats coexiste, les livres s'uniformisent et sont reproduits en plus grande quantité pour un plus faible coût. Bien sûr, tout cela a un impact sur le rapport qu'entretiennent les lecteurs aux œuvres. Même si cela reste réservé aux classes privilégiées, l'activité de lecture peut à présent devenir individuelle. Un processus d'intériorisation et de personnalisation de la lecture est ici à l'œuvre. Dans ce contexte, la lecture silencieuse émerge et se développe. Jusque-là, cette pratique restait exceptionnelle. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on privilégiait largement la lecture à haute voix. Auparavant, la lecture silencieuse était même vue comme une étrangeté. Et c'est exactement ce que saint Augustin exprime au IVe siècle dans ses Confessions. Lors d'un voyage, il rencontre un évêque italien et fait une découverte troublante sur sa façon de lire. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification. Mais sa voix restait muette et sa langue immobile. N'importe qui pouvait l'approcher librement, et les visiteurs n'étaient en général pas annoncés. Si bien que souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. Ce qui était inhabituel et mentionné à l'époque d'Augustin comme une curiosité se développe avec l'émergence de l'imprimerie. En s'éloignant de la sphère sociale, la lecture devient une pratique personnelle et intime. En parallèle, l'alphabétisation de la population progresse. Même s'ils se démocratisent peu à peu, les livres restent malgré tout des objets précieux. Ayant peu de livres à disposition, la lecture des œuvres dont on dispose est intensive. Les livres sont relus plusieurs fois et peuvent même être récités par leurs lecteurs. Sur ce plan, l'histoire littéraire présente quelques exemples assez parlants. Les Souffrances du jeune Werther, publié dans sa version finale en 1787 par Goethe, suscite un engouement considérable lors de sa sortie. Il y a des lecteurs qui lisent et relisent ce roman jusqu'à l'apprendre par cœur. Ils ont l'impression de tisser un lien d'amitié avec le personnage principal. Certains lecteurs lancent même une tendance vestimentaire à la Werther et s'habillent comme les personnages principaux du roman.
Ce livre est un véritable succès. Du côté français, on a Julie ou la Nouvelle Héloïse, publié en 1796 par Rousseau. Ce roman connaît plus de 70 éditions jusqu'en 1800. C'est un best-seller puisque c'est le livre le plus vendu sous l'Ancien Régime. Pour preuve, nous avons les correspondances de Madame Roland qui sont assez intéressantes. Elle est à la tête d'un salon littéraire parisien dans les années 1780 et constitue une figure de la Révolution française. Elle passe son temps à citer ou à réécrire Rousseau dans ses correspondances. Cette lecture marquante pénètre la sphère de l'intime jusqu'à se nicher dans ses échanges les plus personnels. À de nombreuses reprises, elle évoque la Nouvelle Héloïse. C'est manifestement une lecture qui l'influence durablement. Dans l'une de ses lettres, elle écrit « La délicieuse promenade au château de Chillon rappelle la Nouvelle Héloïse. Je suis allé à Clarence au lever du soleil. Appuyé sur les ruines du chalet de Jean-Jacques, j'ai peint l'ensemble de ces lieux si pleins de romanesques souvenirs. » Sa lecture de Rousseau a pénétré son imaginaire et lui inspire moult considérations romantiques. Lorsqu'elle écrit ses mémoires personnelles, alors qu'elle est emprisonnée par un tribunal révolutionnaire, elle rédige un préambule à la manière de l'auteur. Je me propose d'employer les loisirs de ma captivité à retracer ce qui m'est personnel depuis ma tendre enfance jusqu'à ce moment. C'est vivre une seconde fois que de revenir ainsi sur tous les pas de sa carrière. Et qu'a-t-on de mieux à faire en prison que de transporter ailleurs son existence par une heureuse fiction ou par des souvenirs intéressants ? S'inspirant des rêveries d'un promeneur solitaire, elle ajoute « Je n'écris mes rêveries que pour moi. Si dans mes plus vieux jours, aux approches du départ, je reste, comme je l'espère, dans la même disposition où je suis, leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire, et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé doublera pour ainsi dire mon existence. » Avec ces quelques exemples, on peut constater qu'il y a un basculement à l'œuvre, puisqu'on voit que l'expérience de lecture se poursuit, même lorsque le lecteur a fermé le livre. L'œuvre pénètre à présent l'intimité des lecteurs. Mais si la lecture devient personnelle, au fond, qu'est-ce qui détermine l'accueil d'une œuvre par le public ? Hans Robert Jooss, théoricien allemand de la littérature, publie en 1978 un ouvrage intitulé « Pour une esthétique de la réception ». Avec cet essai, un changement de paradigme s'opère. Le lecteur est replacé au centre de la réflexion. L'auteur met en avant la tension qui existe en littérature entre la permanence du texte écrit et le caractère éphémère de la lecture. Dans ce contexte, il y a une interaction nécessaire entre le lecteur et le texte, et c'est l'acte de lecture qui concrétise l'œuvre. L'auteur, grand lecteur de philosophie, s'appuie notamment sur la théorie esthétique de Kant. Il se fonde en particulier sur un ouvrage intitulé « La critique de la faculté de juger », dans lequel le philosophe analyse l'expérience esthétique comme un comportement humain spécifique. Et c'est cette expérience particulière qui transforme l'œuvre en objet esthétique. Selon lui, il y a une certaine interaction qui s'opère entre le sujet singulier et l'œuvre elle-même. En matière littéraire, c'est précisément la subjectivité du lecteur qui parachève l'œuvre. D'autres penseurs et philosophes comme Sartre parleront quant à eux d'un effort conjugué de l'auteur et du lecteur pour faire surgir l'œuvre. Attention toutefois à ne pas tout faire reposer sur la subjectivité du récepteur de l'œuvre, c'est-à-dire le lecteur en littérature, parce que l'œuvre est également le fruit de l'intention de son auteur. Elle a donc une dimension intentionnelle. S'inspirant de Kant, Hans Robert Jooss théorise le processus de réception des œuvres littéraires. Il considère qu'il est guidé par ce qu'on appelle l'horizon d'attente du lecteur. Selon lui, cet horizon est conditionné par plusieurs facteurs principaux. L'expérience préalable que le public a du genre littéraire concerné, la forme et les thématiques abordées par les œuvres antérieures, et la capacité du lecteur à accepter l'identification proposée par l'œuvre. Le lecteur va alors accueillir ou refuser d'intégrer l'expérience littéraire nouvelle qui s'offre à lui à l'aune de sa propre expérience. La réception d'un livre est donc forcément quelque chose de mouvant et qui évolue au fil des époques. Sur ce point, l'histoire littéraire présente quelques exemples intéressants. On peut penser en particulier à l'éducation sentimentale. Lors de sa sortie en 1869, l'œuvre est un échec commercial douloureux pour Flaubert.
Toutes les revues de l'époque critiquent son roman et se montrent sarcastiques. Ennuyeux à périr. Ennuyeux sans ce charme de la bonne foi naïve. Ennuyeux avec prétention. Oh, quel ennui, quel ennui! On dirait que M. Flaubert s'y est ennuyé le premier. Dans le parti pris de cette œuvre, si forte d'ailleurs, il y a comme une lassitude et un dégoût. Je n'aime pas le livre. L'œuvre est donc accueillie négativement, comme vous pouvez le constater. On trouve le roman immoral, la construction des personnages médiocres, ses descriptions lourdes et peu de lecteurs tentent de comprendre ce que l'auteur a voulu exprimer. Ce qui ressort principalement, ce sont les critiques adressées au personnage principal, Frédéric Moreau. On lui reproche son manque d'héroïsme. Il inspirerait dégoût et mépris. C'est un anti-héros qui entacherait l'ensemble du roman. L'analyse sociale opérée par Flaubert est ici totalement ignorée. Épopée moderne du temps, l'éducation sentimentale fait vivre, sous les traits sans consistance d'un jeune homme dépourvu de grandeur, le drame grandiose de l'effort humain tendu vers un ailleurs de la vie. Terminé le 16 mai 1869, le roman n'eut aucun succès. On le jugea généralement ennuyeux, on reprocha au personnage de commettre toutes sortes d'actions étourdies jusqu'à la bêtise ou salissantes jusqu'au dégoût. L'auteur constate à quel point son œuvre est mal reçue. Il en est profondément déçu. En 1869, il écrit à son ami George Sand les mots suivants. « Cher bon maître, votre vieux troubadour est fortement dénigré par les feuilles. Lisez le Constitutionnel de lundi dernier, le Gaulois de ce matin. C'est carré et net. On me traite de crétin et de canaille. Je m'en fiche profondément. Ce qui n'empêche pas que je suis étonné par tant de haine et de mauvaise foi. » Quelques jours plus tard, il poursuit. « Cher maître, votre vieux troubadour est trépigné d'une façon inouïe. Les gens qui ont lu mon roman craignent de m'en parler, par peur de se compromettre ou par pitié pour moi. » Le roman est en rupture avec la tradition et n'est pas conforme à l'horizon d'attente. Il ne s'inscrit pas dans le goût de l'époque et c'est une forme de transgression. Il sera réhabilité bien des années plus tard. On voit ici qu'il faut distinguer l'horizon d'attente du premier public avec celui des lecteurs postérieurs. Une œuvre oubliée peut ainsi être redécouverte et considérée avec une lumière nouvelle, grâce à l'évolution des valeurs morales, esthétiques et du canon littéraire. Dans le même registre, on peut aussi penser à l'œuvre littéraire de l'américaine Kate Chopin, qui est grandement décriée à la fin du XIXe siècle. Comme on l'a évoqué ensemble dans l'épisode précédent qui lui est consacré, les œuvres qui rompent avec la doxa de leur époque ont tendance à être critiquées. L'avant-gardisme est sévèrement sanctionné. L'autrice sera toutefois largement réhabilitée par les courants féministes des années 60. À mesure que la lecture se mue en une activité individuelle, la littérature pénètre la sphère de l'intime, rendant à terme, quasi obsolète, l'utilisation de la mémoire et de la voix. La récitation de textes, et de manière générale la lecture, jadis collective, se transforme en quelque chose de privé. Une interprétation personnelle peut donc progressivement se développer. Le lecteur est dorénavant capable de s'approprier l'œuvre, ce qui va lui permettre de nourrir son imaginaire et son cadre référentiel. Comme on a pu le voir ensemble, l'horizon d'attente joue un rôle important. C'est ce qui détermine l'acceptation ou le rejet d'une œuvre donnée. Bien que la lecture du public constitue une étape périlleuse pour l'auteur, elle n'en demeure pas moins nécessaire. Pour beaucoup, c'est précisément l'expérience de lecture qui permet le parachèvement de l'œuvre, sans quoi celle-ci resterait inaboutie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme toujours, un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. À bientôt pour un nouveau numéro des Courbes Graciles.